Et on va parler immobilier avec Sandrine Alonier pour vous financer. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci d'être là. Alors on va se plonger tout à l'heure dans une de vos études qui tourne autour du SMIC, mais on passe pas à côté du petit baromètre des taux. On est sur la dernière ligne droite, on va dire, de 2021. Qu'est-ce que nous disent les taux actuels ? Comme d'habitude, les taux ne cessent de baisser. Crédit Logement a encore annoncé hier un nouveau taux record à 1,05%, toute durée confondue. Nous aussi, on le constate. Là, au cours du mois d'octobre, on a reçu de nouveau des barèmes de banques en baisse, des grandes banques nationales qui baissent de l'ordre de 0,10, 0,15. Donc, c'est des baisses quand même assez significatives. Donc, on a toujours ces banques en forte conquête de clientèle, y compris sur la fin de l'année. Alors, il y a deux raisons pour ça. C'est que là, le mois d'octobre, c'est un peu la dernière ligne droite, vous l'avez dit, puisque les dossiers qui seront demandés maintenant, les dossiers de crédit qui seront déposés maintenant seront finalisés avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est l'occasion de... Les banques ont déjà atteint leurs objectifs, mais comme elles ont beaucoup de liquidités, elles veulent toujours capter ces nouveaux clients. Et puis le mois de novembre, ce sera évidemment le mois de la remise à zéro des compteurs. Donc là, ce sera encore sûrement un mois avec des taux bas, puisque les banques voudront du coup commencer bien l'année 2022 avec des objectifs qui sont quasiment les mêmes que ceux de cette année, même si on n'a pas encore trop de visibilité. Là, on sent bien que voilà, pour les banques, l'immobilier, c'est vraiment pour elles le placement qui offre le meilleur couple rendement-risque. Donc, il n'y a pas de raison que leur stratégie change. Pour autant, il y a ces nouvelles règles, entre guillemets, du HCSF qui sont maintenant vraiment gravées dans le marbre, qui sont, entre guillemets, obligatoires. Ça continue à gripper à certains endroits ce marché du crédit, sur les primo-accédants, sur... En tout cas, ça a eu un impact. Quand en septembre, le Haut Conseil de stabilité a dit qu'en effet, ces règles allaient être effectivement contraignantes à partir de 2022, eh bien, bam, effet immédiat. On a des banques qui nous ont demandé de remonter les dossiers d'une façon différente, des dossiers qui avaient été envoyés avec peut-être pas assez d'apport, du coup un endettement un peu trop élevé, au-delà de 35%. Eh bien là, elles veulent vraiment respecter la marge de 20% de flexibilité. Elles ont le droit de faire un dossier sur 5 au-delà de ces recommandations, de ces critères, mais il faut qu'il soit réservé à 80% à des acheteurs de résidence principale et dont 30% de primo-accédants. Bref, pour les investisseurs, c'est que 4% de la production des banques qui peut être au-delà de ces critères. Et on comprend bien que quand on est déjà propriétaire d'un bien et qu'on veut faire un investissement, on a déjà un crédit et souvent c'est là qu'on va dépasser les 35% d'endettement. Donc là, c'est vrai qu'on a senti un effet immédiat. Depuis le mois de septembre, on a un léger resserrement des critères et notamment des dossiers d'investisseurs qui ont plus de mal à passer. Donc sur 2022, c'est évident qu'il y aura un impact. Bon. S'il y a moins de primo-accédants, il y aura moins de secondo-accédants. Enfin, je veux dire, c'est aussi un petit peu un cercle vicieux, cette histoire-là, parce que s'il n'y a plus personne pour racheter l'appartement qu'on a acheté la première fois, on n'est pas secondo-accédant non plus, non ? On a besoin que les primo-accédants libèrent des petites surfaces. Pour ça, on a besoin qu'ils puissent accéder évidemment au crédit. Et puis, en effet, qu'ils aient la capacité d'acheter. Et ça, on va en reparler tout à l'heure avec l'étude sur le SMIC. Le point quand même positif, c'est que le prêt à taux zéro a été prolongé jusqu'à fin 2023. Donc ça, c'est vraiment quand même un bon booster pour les primo-accédants, bon, essentiellement dans le neuf. Le vrai frein, du coup, et vous l'avez dit, puisque tout est lié, ça va être le manque d'offres. S'il n'y a pas de biens, en effet, pour des gens qui veulent entrer sur le marché des primo-accédants, puisque les autres ne les libèrent pas, et qu'en plus, il n'y a pas de biens sur le marché. Donc, c'est aussi pour ça que certains professionnels de l'immobilier, et j'en ai été un peu la première surprise, commencent à constater un ralentissement de l'activité, là, au mois de septembre-octobre, parce que, justement, il y a un manque d'offres. Et ça, on n'a pas vraiment de solution. Manque d'offres, et puis quand même, niveau des prix qui reste très élevé. Oui, donc c'est lié. Comme il y a un manque d'offres et qu'en plus on dit que les Parisiens vont inonder les marchés des villes cathédrales, résultat, les vendeurs mettent le prix au maximum en se disant de toute façon, comme il n'y a pas d'autres biens, ça partira. Mais c'est un peu le retour à la raison finalement des acheteurs qui ne veulent pas et de toute façon ne peuvent pas, à cause de ces critères du Haut Conseil, acheter à n'importe quel prix. Bon, donc il y a toujours le conseil qui prévaut depuis maintenant près d'un an et quelques, c'est de se dire on fonctionne plus comme avant, on n'arrive pas à la banque avec son compromis de vente en disant maintenant il faut me le financer. On finance avant de partir en recherche d'immobilier. Voilà, c'est ça, dans l'idéal. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un conseil, savoir auparavant combien on va pouvoir emprunter, quel apport va être nécessaire. Regardez également aussi l'assurance de prêt, puisque on a aussi le souci des taux d'usure. Donc ces taux maximum au-delà desquels on n'a pas le droit d'emprunter.
Et c'est vrai que parfois, ça peut passer au niveau du taux du crédit qui est très bas. Du coup, on se dit, il n'y aura pas de problème. Sauf qu'on peut avoir des taux d'assurance à 55 ans à plus de 1%. Et du coup, là, ça peut aussi bloquer. Donc, il vaut mieux, en effet, anticiper. Mais le point quand même positif, c'est qu'on va rester quand même sur un environnement de taux bas. Donc aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années, les taux ne sont pas un sujet. C'est les conditions d'octroi, l'offre et le niveau des prix. Voilà donc pour le petit point baromètre de cette fin d'année qui commence déjà, on l'a compris, dès le mois de novembre, à être celui de l'année d'après. Bon, donc vous signez cette étude autour du SMIC. Déjà, pourquoi avoir pris cette symbolique du SMIC ? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement le seul revenu qui évolue avec l'inflation. Là, on est dans une période de remontée de l'inflation. Et du coup, c'est intéressant de voir comment, finalement, l'évolution de ce salaire peut faire gagner du pouvoir d'achat immobilier. On peut se dire qu'avec la baisse des taux et la hausse du SMIC, quand même, en 2 ans, il a quand même augmenté de 54 € net. Donc c'est quand même assez significatif. Les taux ont baissé en 2 ans d'un tiers. Donc c'est intéressant, je trouve, de se dire, mais est-ce que finalement le SMIC aujourd'hui permet d'acheter plus ? Alors évidemment, si on regarde juste avec notre prisme de Parisien, cette étude n'a pas de sens puisque avec le SMIC, on ne peut pas acheter à Paris. On est d'accord. Mais il y a quand même des villes dans lesquelles on peut acheter avec le SMIC jusqu'à 90 mètres carrés. Alors oui, c'est Saint-Étienne qu'on cite très régulièrement. Mais en fait, en gagnant le SMIC, on peut emprunter, et là c'est également un record, sur 25 ans, on peut emprunter 107 000 €. Et c'est 10 000 € de plus qu'il y a 2 ans. Donc avec 107 000 €, voilà, ça peut déjà, dans certaines villes où les loyers sont assez élevés et les prix de l'immobilier faibles, ça peut valoir le coup d'acheter au lieu de louer pour une même mensualité aux alentours de 500-600 €. Donc ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est que certes, voilà, le SMIC est régulièrement revalorisé, contrairement à d'autres salaires où c'est évidemment pas systématique. Mais finalement, quel a été l'impact de cette revalorisation, puisque avant et après la crise sanitaire, puisqu'on parle beaucoup de la hausse des prix dans les villes moyennes. Donc est-ce que finalement les bas revenus vont être exclus de ces villes moyennes comme on pourrait le craindre ? Et donc c'est ce que raconte cette étude. Donc effectivement, Paris, on oublie parce que là, on est sur... On peut acheter 10 mètres carrés, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, effectivement. Maintenant, justement, derrière, qu'est-ce qui est... enfin voilà, quel classement vous avez, vous, des villes qui sont... les plus abordables, entre guillemets, ou celles qui posent peut-être déjà problème pour ces personnes qui sont rémunérées au SMIC? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une vraie évolution avant et après la crise sanitaire. Toutes les villes d'importance moyenne étaient encore abordables pour ceux qui gagnaient le SMIC. Donc évidemment, on avait des Saint-Étienne, on pouvait avoir 90 mètres carrés, mais également Grenoble dans les 40, des Reims, Le Mans, tout cela autour de 40-50 mètres carrés. Donc là, ça pouvait déjà être une surface suffisante dans laquelle vivre. En plus, on parle pour une seule personne au SMIC. S'il y a 2 personnes au SMIC, ça peut théoriquement presque doubler la surface. Mais et on avait évidemment des villes comme Paris où le pouvoir d'achat diminuait systématiquement. Paris, Bordeaux, qui avait vu ses prix décoller. Et bien là, maintenant, on a vraiment une inversion de tendance. Avec l'attrait pour les villes moyennes, on a eu des hausses de prix dans ces villes de plus de 15% en 2 ans. Donc c'est le cas du Mans, c'est le cas de Angers, c'est le cas de Reims, voilà, qui sont dans l'étude. Et dans ces cas-là, on a vu le pouvoir d'achat baisser. C'est ça. Donc ça veut dire que ce que la revalorisation du SMIC avait apporté, ce que la baisse des taux avait permis, est remangé, entre guillemets, Exactement. par la hausse des prix. Oui, la hausse de la capacité d'emprunt due à la hausse du SMIC et à la baisse des taux qui sont passés de 1,75 sur 25 ans à 1,20% là sur 25 ans. En 2 ans, c'est quand même significatif. Cette hausse de la capacité d'emprunt de 10% est du coup cannibalisée par la hausse des prix dès lors qu'elle dépasse les 10%. Et c'est le cas dans toutes les villes moyennes, alors qu'à Paris, du coup, le prix du mètre carré qu'on peut acheter a augmenté de 6,5%. À Bordeaux, il a augmenté aussi de 7%, le pouvoir d'achat immobilier. Alors en valeur absolue, ça reste très faible, oui. Mais ça montre bien que finalement, on a un peu une inversion de la tendance et que les villes sur lesquelles se concentrait tout l'attrait, comme Paris, Lyon et Bordeaux, sont maintenant un petit peu, sont moins défavorisées en tout cas que les autres. Ce qui est très inquiétant, c'est que du coup, on risque d'avoir des primo-accédants qui ne pourront plus accéder au crédit, et à l'immobilier dans ces villes de taille moyenne, qui étaient des villes
villes dans lesquelles il était encore possible d'acheter. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec Nantes, avec Bordeaux. Du coup, les gens vont en périphérie et du coup, on a cet effet ricochet. Donc ça, je pense que c'est quand même problématique, mais c'est lié aussi au manque d'offres et à cet attrait des villes. Mais c'était ce que voulait montrer cette étude. Attention, puisque maintenant, on peut avoir aussi des primo-accédants exclus de ces villes moyennes. Il ne faudrait pas que toutes les villes deviennent comme Paris, des villes d'investisseurs. Forcément. Malgré tout, ça veut dire aussi que lorsque on est rémunéré au SMIC, on a encore aujourd'hui largement accès au crédit, que les banques jouent le jeu ? Alors, oui et non. Oui, on peut accéder au crédit en gagnant le SMIC, à condition de respecter les 35% d'endettement, voire même un peu moins, puisque là va se poser la question du reste à vivre, c'est-à-dire la somme qui reste en fin de mois, une fois qu'on a remboursé son crédit et quelques charges fixes. Évidemment, le reste à vivre est souvent plus important, même avec 40% d'endettement, quand on gagne 10 000 euros que quand on en gagne 1 500 euros. Donc, attention au reste à vivre, qui devrait être plus important si on a aussi plus d'enfants. Donc, ça peut être ça le frein quand on emprunte au SMIC. Et il est vrai qu'aussi les banques vont quand même demander, ils vont être quand même rassurés s'il peut y avoir une évolution de salaire. Donc ça, s'il y a la possibilité d'avoir un salaire qui progresse, ça pourra également rassurer la banque. Et puis, quoi qu'il arrive, SMIC ou pas, il faut quand même 10% d'apport pour pouvoir acheter. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on est au SMIC, c'est peut-être plus compliqué d'avoir rassemblé les 10 000 euros d'apport nécessaires. Mais sinon, il n'y a pas de frein pour emprunter, même en gagnant le SMIC. Alors évidemment, plus dans des villes moyennes où on pourra acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, puisqu'on ne peut plus jouer sur l'allongement de la durée du crédit, on ne peut plus emprunter au-delà de 25 ans et on ne peut plus jouer non plus sur l'endettement. Justement, vous nous disiez au début, les banques ont le droit de déroger, mais bon, on imagine que les dérogations, elles veulent les garder aussi pour de très bons profils au regard des banques, et que donc lorsque l'on arrive avec un profil moins avantageux pour une banque, il faut être un petit peu plus droit, avoir une tenue de compte excellente. Avoir démontré peut-être une capacité d'épargne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à ce niveau de taux, les banques se rémunèrent essentiellement sur la gestion des comptes, ce qu'on appelle la bancarisation, les cartes bleues, les produits d'épargne annexes, etc. Donc ce qu'elles veulent, c'est qu'il puisse y avoir une évolution de salaire pour accompagner évidemment les emprunteurs, ouvrir des livrets A pour les enfants, des choses comme ça. Donc il faut en effet montrer patte blanche et montrer qu'il pourra y avoir un vrai suivi de la relation. Mais en tout cas, il n'y a pas de frein pour emprunter avec des revenus modestes. Le seul frein qu'il peut y avoir, et ça c'est quand même important de le dire, c'est qu'on a des écarts de taux encore très importants en fonction des revenus. Par exemple, dans une grande banque nationale, si on gagne moins de 30 000 euros par mois, on va emprunter à 1,85% sur 20 ans. Si on gagne plus de 100 000 euros, on va emprunter à 0,95 sur 20 ans. Donc c'est un écart très significatif, ça va quasiment du simple au double. Et le problème, c'est que souvent, quand on a des revenus modestes, on va pouvoir être bloqué, là encore, par le taux d'usure, puisqu'on va atteindre rapidement le taux maximum auquel on n'a pas le droit d'emprunter. Bon, donc il faut revoir ce taux d'usure. C'est ça, c'est l'idéal pour débloquer un peu. Le problème, c'est que quand les taux remonteront, alors pour l'instant, c'est pas prévu, le problème, c'est que les taux risquent de remonter, le taux d'usure va rester bas, et là, ça risque de bloquer également largement au-delà des pendant 3 mois, c'est ça, parce que pendant 3 mois. Pendant 3 mois. On rappelle que ça prend en compte les taux moyens distribués 3 mois avant. Voilà, exactement. Donc il y a un décalage de 3 mois. Ce taux d'usure, donc il y a toujours ce décalage de 3 mois. Merci beaucoup, Sandrine Alonier. Vous financez ce